plan se fera en 7 points. Nous terminerons par une évaluation. Pourquoi on évalue effectivement, comporte en fait une évaluation dans ce type de rapport? Parce que nous déterminons le niveau de risque que porte effectivement le secteur. Donc l'impact du changement climatique révèle un peu de l'impact en fait de l'environnement global au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Donc l'ensemble des indicateurs qui vont servir à présenter donc l'évaluation fera donc l'objet de ces différents points qui sont contenus dans le sommaire. Avant de rentrer dans l'étude proprement dite, il est important de pouvoir vous planter un peu le décor en vous expliquant l'intérêt de ce type d'exercice. Alors, c'est une étude qui permet d'avoir en gros une photographie globale donc, du risque que porte le secteur. Et ce risque, nous savons très bien qu'il est évolutif et principalement pour l'environnement où on a des impacts qui s'évaluent sur des périodes assez importantes. L'étude permet effectivement de prendre en compte l'effet temps. Donc, on a un indicateur dynamique qui est une caractéristique très importante dans cette étude. Et en dernière position, cette étude permet de se projeter pour voir éventuellement comment toutes les mesures qui sont adoptées, qui sont projetées, peuvent effectivement se réaliser donc, dans un outil de pilotage. Alors, j'ai dit tantôt qu'on a un niveau donc, de risque qui est évalué. Donc, dans ce rapport sectoriel, nous avons 6 éléments de cran d'évaluation du risque. Ça part du risque systémique, lorsque la note est comprise entre 1 et 2, jusqu'au risque quasi inexistant. Lorsque nous sommes en 8-10, on passe éventuellement par la valeur médiane qui est entre 4 et 6, et qui permet de pouvoir identifier un risque modéré et qui ne constitue pas, bien sûr, donc, un frein à l'investissement dans ce secteur. La méthodologie qui sous-tend cette étude est une méthodologie assez rigoureuse qui va prendre en compte l'ensemble des éléments du secteur. Nous commençons d'abord par une collecte d'informations et ensuite nous faisons une pré-analyse du secteur. Cette pré-analyse est confrontée à travers donc, les discussions que nous avons avec les stakeholders et bien sûr des acteurs qui sont indirectement impactés donc, par le secteur. Ensuite, nous sortons une analyse à partir donc, de la confrontation de ces rencontres-là. Nous évaluons donc le risque et nous discutons cela dans une table ronde comme celle-ci qui permet éventuellement de renforcer donc, le rapport et d'en produire un rapport final. Le secteur donc, de l'environnement, il est aujourd'hui piloté par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce ministère travaille éventuellement avec beaucoup de structures, dont les structures sous tutelle, on en a 3. L'Office de protection non réserve, le Centre ivoirien d'antipollution et l'Agence nationale de l'environnement. Et on a d'autres institutions, des ministères qui sont des ministères relais, qui permettent éventuellement de pouvoir comprendre ou permettre à ce que la question environnementale puisse être mise en lumière et en synergie. On a par exemple le ministère de l'Agriculture, des eaux et forêts, des mines et donc de la santé. Et on a aussi une catégorie d'institutions qui ont été mises en place, notamment la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques, le Centre de recherche agronomique et on a aussi la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui sont vraiment des plateformes bien indiquées pour pouvoir discuter de tout ce qui est question environnementale. Alors, quand tous ces acteurs sont réunis, il va falloir établir un cadre légal qui gouverne l'ensemble de leurs activités. Donc, on a juste mis des synthèses de l'ensemble des lois et décrets qui ont été prises dans ce cadre-là. Nous avons la coordination de l'exécution de la stratégie environnementale qui a fait l'objet d'une loi en Côte d'Ivoire. On a éventuellement la création de l'Agence nationale intégrée du littoral qui permet de surveiller toutes les actions contre l'érosion côtière, qui a fait l'objet aussi d'une loi en 2017. En 2019, la Côte d'Ivoire aussi a enregistré une loi portant la préservation et l'extension des forêts aux actes de déforestation. Et en 2024, plus récemment, on a eu la création de la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques qui permet de rassembler un peu toutes les politiques. Pour ce qui est des mesures fiscales, il y en a. Et vraiment, la Côte d'Ivoire est très avancée sur ce volet. On a des taxes environnementales qui existent, que la Côte d'Ivoire a dû émettre. On a des mesures du marché carbone qui dernièrement rentré en ligne de compte en août 2024. Il y a la loi sur l'incitation fiscale, permettre à ce qu'il y ait des exonérations fiscales sur certains inputs utilisés, notamment dans les énergies renouvelables.
Et puis donc le décret donc, sur le plastique qui était enregistré en 2023, mais aujourd'hui qui peine à être appliqué. Pour la gouvernance, nous avons deux volets très importants donc, que nous avons notés au niveau de la gouvernance. Au niveau national, nous avons pu observer que le milieu ou l'environnement est drivé donc, par des codes. Le premier code, c'est le code de l'environnement qui a été mis à jour. Il y a le code donc, de l'hygiène publique, le code de l'eau et éventuellement donc, le bureau carbone que j'ai évoqué tout à l'heure, qui permettent effectivement de mettre un système donc, de cadrage pour mieux gouverner ce secteur. Au niveau international, la Côte d'Ivoire est soumise à des conventions, notamment donc, la Convention cadre des Nations Unies, l'adhésion au protocole donc, de Kyoto depuis 2007, et puis l'adhésion donc, de Paris 2016, qui aujourd'hui donne un peu la lumière sur toutes nos actions au niveau donc, des changements climatiques. Pour la performance économique, nous avons rapproché les normes au niveau donc, de la température et des précipitations, sur lesquels doivent être opérées l'ensemble des cultures. Nous sommes partis donc, de 10 types de cultures. Nous avons pris les cultures vivrières et puis les cultures industrielles. Donc, ce que vous voyez, par exemple, en vert, c'est la zone de... désolé, on ne voit pas bien, c'est la température qui est en haut. Donc, tout ce qui est en vert, c'est la zone de possibilité maximale que peut prendre effectivement les cultures. Et on peut remarquer que les zones que nous avons présélectionnées pour faire l'analyse, la température ne pose pas un gros problème au niveau de ces cultures. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui arrive à trouver donc des éléments d'adaptation à ces cultures-là pour permettre à ce que ces cultures puissent résister, pour les zones que nous avons sélectionnées, qui résistent en fait aux effets de température. Par contre, lorsqu'on rentre dans les précipitations, donc pour le volume en fait de pluie, on peut remarquer qu'il y a encore des cultures qui sont en deçà de la ligne maximale prévue pour leur bonne évolution. Donc on a cet impact-là qui reste très négatif. Donc l'exercice a été fait aussi dans le cas donc, des cultures vivrières. Comme je l'ai dit, on a pris par exemple le riz et on peut observer donc, la même chose. Alors, cette observation a permis effectivement de pouvoir donner les impacts qui sont les suivants. Au niveau donc, des cultures industrielles, on peut remarquer, et le ministre l'a si bien précisé, la production du cacao a reculé donc, en 2022-2023 de 22,8%. Le cacao a chuté donc, de moitié, donc 50% de son volume de production. On a aussi le riz qui a eu une baisse assez importante quand même, 7% par rapport au volume que produit la Côte d'Ivoire. Mais par contre, on a des cultures, comme je l'ai présenté, qui arrivent quand même à être résilientes. Vous avez l'huile de palme, qui arrive à avoir quand même un effet très positif, qui ressent moins les effets que les autres cultures. Il y a eu la noix de cajou qui a enregistré aussi un bond sur la même période. Le maïs, l'igname et le manioc ont recensé respectivement donc, des bonds assez importants. Au niveau de l'élevage, la conséquence la plus drastique, c'est que les changements climatiques provoquent en fait des maladies, dont les tiques et les fièvres donc, de vallée de Rift, qui non seulement déciment l'ensemble des troupeaux et a un impact en fait, significatif sur la consommation qui est faite de ces troupeaux-là. Il est estimé par la FAO que le changement climatique pourrait réduire éventuellement ces troupeaux-là dans les zones vulnérables de plus de entre 20 et 30% si éventuellement des mesures ne sont pas prises. Il y a des impacts aussi, on va dire, sectoriels, donc la santé. Je l'ai évoqué tantôt, je crois que le ministre l'a dit aussi dans son introduction. On a entre 1200 milliards et 2400 milliards éventuellement qui seront perdus en termes donc, de coûts de santé. C'est-à-dire, est-ce que l'État devrait débourser pour régler les effets de ces changements climatiques sur la population? On a éventuellement des ressources d'eau en termes donc, de tarissement à cause donc, des nappes phréatiques. On a des infrastructures, dernièrement la Côte d'Ivoire a connu en 2022 des inondations assez importantes qui a dû provoquer plus de 2000 habitations qui se sont effondrées et donc c'est plus de 4000 habitants qui ont dû se trouver en fait un autre logement dans les périphéries d'Abidjan. L'énergie, oui, le pays a connu effectivement un déficit très important. On l'a vécu dans des périodes indiquées en 2021, dû éventuellement à la sécheresse que la Côte d'Ivoire a enregistrée.
Ensuite, le commerce et l'investissement, et ça aura un impact direct sur le niveau d'investissement. Si on a des impacts assez importants, ça va réduire en fait l'appétence des investisseurs vis-à-vis donc du secteur. Et ça se ressent éventuellement dans les chiffres que nous avons pu rencontrer. L'érosion côtière, oui, ça va toucher éventuellement l'écosystème côtier. On peut l'observer. La Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour régler effectivement cela, mais il y a encore d'énormes efforts. C'est pour ça que le rapport national de l'évaluation de l'action climatique, qui est un rapport très dense, prévoit éventuellement entre 70 milliards à l'horizon 2022-2025 s'il n'y a pas de mesures qui sont prises dans ce sens-là. Ce qu'il faut retenir, je crois que le ministre encore l'a insisté là-dessus, on a une perte globale de 13% du PIB en 2025 si éventuellement aucune mesure n'est prise. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on a près de 2 millions de personnes qui vont tomber donc dans la tranche de pauvreté et qui va avoir un impact très significatif sur le niveau social. Pour ce qui est des enjeux, 2 mesures ont été prises par l'État, donc la contribution déterminée au niveau non national et puis le plan national d'adaptation qui aujourd'hui permet de remettre les statistiques en termes donc, de projection sur la réduction des gaz à effet de serre, CDCR, qui était précédemment déterminé à 28,25%, aujourd'hui est ramené à 30,41% en termes donc, de target. Les secteurs qui sont prioritairement touchés, c'est l'énergie, l'agriculture et l'industrie. La Côte d'Ivoire émet 2 types. Donc, il y a la stratégie d'adaptation et puis il y a la stratégie d'atténuation. Pour ce qui est de la stratégie d'adaptation, il y a le projet WACA qui existe, qui permet effectivement de pouvoir anticiper sur les problèmes d'adaptation. On a le projet Terre-Sol qui va régler donc tout ce qui est comme déchets toxiques. On a le volet agricole qui est géré donc par des programmes bien élucidés sur des stations météorologiques qui ont été mises en place. Il y a le volet eau qui est aussi un élément mis en place par l'État pour contrôler éventuellement l'impact de ces eaux. Pour la stratégie d'atténuation, 3 éléments essentiels pour nous. Le volet foresterie, on a eu le volet déchets aussi. J'insiste sur le volet déchets, c'est-à-dire qu'on a une biométhanisation de la décharge d'Akwedo que nous avons enregistrée et qui permet aujourd'hui de traiter plus qu'à 25 000 tonnes et qui réduit les projections donc, de CO2. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On a la promotion en termes donc, de volet énergie, la promotion de l'accès au réseau intelligent de l'énergie solaire. Comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire, il y a une taxe qui existe qui permet effectivement d'exonérer tous les biens liés à cela. Alors, le rapport recommande 8 éléments très importants. Pour nous, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire puisse créer des zones climatiques pour permettre à ce qu'on puisse adresser de façon sectorielle le problème donc, des changements climatiques, qui est déjà fait, mais un peu plus en avant pour qu'on ait par exemple des données de culture au niveau sectoriel. L'intégration du climat dans la gestion des finances publiques, c'est quelque chose qui devrait être, et on l'a pu observer avec donc, la loi des finances 2024, qui a mis en avant certaines dispositions. On a le renforcement de la gouvernance dans nos politiques climatiques, l'encadrement du marché du carbone et des incitations économiques vertes qui existent déjà, mais le rapport incite à ce qu'il y ait un peu plus d'éléments dans ce sens. La mobilisation des financements nationaux pour le climat. On a moins on va dire, de banques ou d'investisseurs locaux qui participent à cette lutte-là par des financements. Il faudrait vraiment que la Côte d'Ivoire puisse s'approprier ce changement. Ce n'est plus peut-être une affaire de nos partenaires internationaux qui viennent en appui, mais il faudrait que vraiment nous puissions avoir une part très importante dans cette lutte-là. On a la création d'un système national de données climatiques qui est ouvert avec donc l'intelligence artificielle qui nous permet de collecter systématiquement l'ensemble donc, des effets température et d'autres variables climatiques. On a le développement de l'agriculture résiliente au climat et le dernier aspect que nous mettons en avant, c'est la création d'une agence nationale pour la coordination et la gestion des financements climatiques qui va permettre de gérer autant les financements nationaux que les financements internationaux. Voilà. Alors, tous ces éléments réunis permettent effectivement d'évaluer de façon très scientifique le secteur. Nous avons attribué la note de 6,1 au niveau de la gouvernance, donc un risque modéré. Le cadre réglementaire obtient 6,2, risque faible. La structure du secteur, 5,5 en risque modéré. SUDIS
toutes les notes sont sur 10. Désolé. Donc, on a les performances socio-économiques qui sont en 5,1 en risque modéré. Et ça permet d'obtenir globalement une note de 5,5 pour le secteur qui place l'impact de l'environnement, l'impact du changement climatique à un risque modéré, donc qui permet effectivement, on encourage plutôt donc les investisseurs à pouvoir porter effectivement leur financement dans ce secteur parce qu'il y a moins de risques. À long terme, on a aussi, le secteur devrait demeurer dans un risque modéré. Et à très long terme, on reste convaincu qu'avec tout ce qui est mis en place, la Côte d'Ivoire devait basculer dans un risque très faible. Merci beaucoup pour votre attention et je repasse la parole pour mon directeur.